Si vous vous intéressez à la psychologie et que vous êtes un tantinet cinéphile, je pense que vous connaissez déjà mon invité du jour, puisqu'il s'agit de Jérémy Galen, que vous connaissez peut-être à travers sa chaîne YouTube Va te faire suivre. Jérémy a été une de mes sources d'inspiration quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube, donc vous imaginez à quel point c'était un honneur pour moi de pouvoir aller à sa rencontre. On a pu avoir une discussion simple, authentique en ce qui concerne le domaine qui nous passionne tous les deux, la psychologie. Ça a vraiment été un super moment de partage avec Jérémy, donc je suis vraiment très heureux de pouvoir vous le proposer dès maintenant. Bon, merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté l'invitation à venir chez toi. Avec plaisir, ça me fait très plaisir. Et ça fait longtemps que je suis ton travail et j'avais déjà regardé ta chaîne il y a quelques années parce que ça fait longtemps maintenant que tu es sur YouTube et que tu fais des vidéos qui démocratisent la psychologie, la psychanalyse. Et puis du coup, il y a une évolution aussi dans ton contenu que j'ai pu suivre à travers le temps. Donc, tu as été une de mes sources d'inspiration quand moi je me suis lancé sur YouTube. Rien que ça. Donc, exactement. Donc, j'avais beaucoup pensé, tu sais, à la question d'utiliser les films et d'utiliser les séries pour parler. Et puis, je me suis dit, bon, bah, ça, Jérémy le fait déjà tellement bien, donc je vais essayer autre chose. Donc, moi, je me suis mis sur un autre. Tu le fais aussi très très bien. Merci. Mais mieux, je dirais. L'idée pour moi, parce qu'en fait, à travers les vidéos, bon, bah, on découvre une manière de voir le monde, on découvre une manière de penser, mais c'est toujours un peu filtré à travers le contenu qu'on a envie de proposer. Et là, le but de ce format que j'ai envie de te proposer, c'était vraiment de s'intéresser plus à ton parcours, à ta vision bien spécifique de la thérapie, aux raisons qui t'ont conduit vers ce métier, aux conseils que tu donnerais aux jeunes générations de thérapeutes. Donc, il y a plein de questions comme ça. C'est hyper présomptueux, les conseils à donner aux jeunes générations. Ouais, comme mais toi, je suis pas si vieux que ça. Hein. T'as quel âge du coup au fait? J'ai 42 ans. Et du coup, la première question avec laquelle j'aimerais ouvrir, qui est la plus large possible, c'est si tu dois expliquer un peu ton parcours, les raisons qui t'ont conduit vers un métier de la thérapie. Je sais que tu as fait ta fac, toi, à Nice. Et peut-être avant ça, avant d'entrer en fac de psycho, ça a été quoi ton parcours qui t'a amené vers la psychologie? Bah, le chaos. Ça explique bien. Le chaos, j'ai eu beaucoup de déboires avec l'éducation nationale, c'était très compliqué. L'éducation nationale voulait pas de moi, mais vraiment littéralement, tout le temps me dire que Jérémy, il était un peu lent et qu'il n'était pas adapté, et qu'il fallait qu'il aille en BEP. Enfin, voilà. Ouais. Quand j'étais en 6e, on a essayé de me dégager. Quand j'étais en 5e, on a essayé de me dégager. Après, on m'a dit que je pourrais pas avoir mon brevet. Ensuite, on m'a dit que je pourrais pas avoir mon bac, etc., etc. Et ma maman m'a toujours dit t'écoutes ce que les gens te disent, tu prends note, mais après tu fais quand même ce que tu veux. Ok. Et voilà, c'est juste tu écoutes ce que les gens te disent, t'essayes de comprendre pourquoi on te dit ça, mais après tu choisis quand même ce que t'as envie. Et donc j'ai jamais vraiment lâché, même si ça a été chaotique. Et au point où j'ai fini dans un lycée technique, où j'usinais des pièces mécaniques, je faisais de l'électrotechnique et des trucs comme ça. Et en fait, durant cette année-là, au bout de 3 semaines, j'ai compris que j'avais vraiment rien à faire là-bas. Et donc, j'ai eu 1 an entier à me demander qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et étant donné que les gens se sont toujours très très facilement ouverts à moi, me font confiance, je pense que c'est vraiment parce que je dois laisser transparaître un truc qui fait que assez facilement on voit que je ne juge pas et je suis curieux de qui est la personne. Du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire psycho. J'ai acheté 2-3 bouquins, j'ai lu 2-3 bouquins en me disant ouais, ça a l'air vraiment bien. Et du jour au lendemain, j'étais dans les premiers de la classe. Donc, du coup, tu pars dans cette voie-là. Et c'était quoi les 2-3 livres que tu as lus qui t'ont un peu orienté sur cette voie? Introduction à la psychanalyse de Freud, je me rappelle. C'est costaud déjà pour commencer ça. Eh bah ouais. En fait, c'est pas du tout une introduction. Exactement. C'est hyper complexe. Ouais. Donc ça fait partie des trucs que j'avais pas trop pigé et que j'ai vite laissé de côté. Et puis après, les autres, c'était plutôt des guides. Qu'est-ce que le métier de psychologue et des choses comme ça, des petits tout petits bouquins. Mais oui, j'ai lu Introduction à la psychanalyse. Je me suis dit allez, c'est bon. c'est une introduction. Ah ouais. Et je me souviens d'avoir essayé de le lire et ça avait été vraiment coton. Non, et puis même dans tous les cas, j'en ai déjà parlé de ça, mais le fait que Freud, moi je trouve que c'est
compliqué à lire s'il nous manque une brique ou deux, et donc du coup de le lire vraiment dans le sens chronologique, ça aide. Après, on comprend vraiment tout. C'est-à-dire que si on a toutes les marches précédentes, ça devient très logique, le déroulement de sa pensée. Ouais. Donc, je pouvais rien piger. Avec l'introduction à la psychanalyse. Ouais, non, c'était sûr. Ouais. Et du coup, après, tu es entré à la fac. Ouais. Et c'est à Nice, du coup, que tu as fait la Nice. J'ai fait 4 ans jusqu'au Master 1, j'ai fait à Grenoble. D'accord. Donc, une fac TCC, une fac cognitive et comportementale. Ouais. Où déjà Freud, on en a parlé peut-être 3 fois en 4 ans. Donc quand je suis arrivé à Nice, ça a piqué un peu. Et Nice, c'est une fac très psycha. Ouais. Ouais. Et j'étais très content d'intégrer ce Master 2 à Nice, mais au bout de 2 semaines, j'ai envoyé un mail à mon directeur de Master en lui disant « Voilà, je suis vraiment désolé, mais je pense que vous avez fait une grosse erreur de casting. Je suis complètement aux fraises. Tous les autres, ils viennent de Aix, Marseille, Toulouse, Lyon. En fait, ils sont super calés, ils connaissent très bien Lacan, ils connaissent tous ces trucs-là. Moi, je suis complètement perdu. » Tu avais fait beaucoup de TCC dans les 4 premières années, quoi. Ouais. Et du coup, je lui dis voilà, je pense que pour éviter de vous foutre la honte à la fin de l'année, il vaudrait mieux que je parte dès maintenant et que, enfin voilà, je suis pas à ma place. Et je lui ai écrit un bon pavé, et c'était Jean-Michel Vivès. Okay. Et Jean-Michel Vivès, aussi pertinent qu'il l'a toujours été, il m'a juste renvoyé en réponse à mon mail « Ça, c'est votre symptôme, débrouillez-vous avec. » Excellent. Et effectivement, après, pendant mon master à Nice, mon master 2, je me couchais tous les soirs à 1 ou 2 heures du mat pour rattraper mon retard, pour lire Joël Dor et tout, de Freud à Lacan, Razavé et tout, et compagnie. Lire aussi Le Psychologue surpris, qui m'ont fait découvrir là-bas. Enfin, bosser pour rattraper un petit peu mon retard, comprendre un peu mieux ce qu'il disait, voir comment est-ce que je pouvais surtout articuler ça avec la pratique, parce que sinon ça sert à rien. Et une fois que j'avais mis le pied dedans, c'était fini, quoi. Et t'as fait une plongée vraiment dans la psychanalyse hyper immersive. Ouais. Et ça s'est passé comment, du coup, cette année de découverte de la psychanalyse? Tu t'es dit quoi en découvrant tous ces nouveaux concepts? C'est des hauts et des bas. Il y a des moments où franchement tu lis et puis tu te dis c'est des conneries. Il y a des moments où tu lis et puis tu te dis ouais, bon, d'accord, c'est bon, j'ai pigé, et puis finalement bah non, t'as rien pigé. Et puis il y a des concepts que quand on te les réexplique en cours avec des exemples qu'on adosse sur la clinique, ça y est, ça prend un peu sens. Quand t'es en stage ou quoi, tu arrives à le mettre un petit peu en pratique, ou en tout cas essayer de le percevoir, voir qu'est-ce que tu peux en faire. Donc petit à petit, en fait, tout ce qui paraît hyper complexe, hyper abrupt, tu arrives petit à petit à le ficeler, chaque concept avec un autre, et surtout à pouvoir l'utiliser. Et là, ça devient intéressant. Et après, surtout, un truc sur lequel je milite beaucoup, dans la limite de ton militantisme. De mon militantisme, c'est que c'est bien beau, la théorie, la clinique, mais surtout, ça a été de faire ma propre psychanalyse. Où toutes les fois où justement je lisais Freud, Lacan ou peu importe n'importe quel auteur, Winnicott, Klein et compagnie, où tu te dis ils exagèrent quand même, c'est du flan et tout. Et puis finalement, quand t'es sur le divan, tu te dis je pensais pas que finalement j'avais ça aussi en moi. Tiens, et puis petit à petit, tu te rends compte qu'il y a des tas de choses qui étaient écrites, qui ont été travaillées, qui ont été théorisées, qui effectivement, quand tu fais ce voyage un petit peu dans tes parts sombres, dans tes parts un petit peu complexes, tu te dis « Ah ouais, en fait, finalement, c'était pas que du pipeau. » Ouais, t'as retrouvé les choses que t'avais lues à la fac là-dedans. Et t'as fait combien? 7 ans, je crois, tu disais de... Ma première tranche d'analyse, elle a fait 7 ans. Et là, sur ma deuxième tranche, j'en suis
Bah, je crois que ça fait 5. Et t'as laissé combien de temps entre les deux? 1 an. Et au début, quand t'as commencé à bosser, t'as travaillé en institution pour commencer, avant de faire du Ouais, quand j'ai été diplômé, je suis parti directement vivre à La Réunion. Ouais. Et j'ai travaillé tout de suite dans des institutions, des IME, des instituts médico-éducatifs pour enfants autistes. Et donc du coup, c'était aussi intéressant pour moi de voir comment est-ce que là, je pouvais allier mon bagage cognitif et comportemental avec une lecture psychanalytique, commencer à essayer d'intégrer tout ça. C'était quoi la culture un peu d'établissement de l'IME dans lequel tu avais travaillé? C'était assez psychanalytique ou Non, c'était du tout. assez TCC? Du tout, c'était très TCC. Et puis aussi, je faisais des passations de tests. J'ai travaillé en centre ressources autisme à La Réunion, Réunion Mayotte. Et j'ai travaillé aussi en IM Pro pour du coup adolescents et jeunes adultes autistes. Et donc quand je suis revenu ici en métropole, j'ai travaillé dans un nouvel IME pour enfants autistes du côté de Grenoble, où là pour le coup on me demandait vraiment spécifiquement d'avoir ma casquette psychanalytique. Donc ça c'était très intéressant. Je travaillais avec une neuropsychologue qui elle apportait justement tous les outils ABA et compagnie. Et moi, mon rôle, c'était justement d'apporter quelque chose d'un peu plus méta, de pouvoir parler de ce qui pouvait être du stade de développement de l'enfant, de certains blocages pulsionnels ou pas, enfin voilà. Et donc, c'était assez intéressant, c'était complexe, mais intéressant. C'était dans la culture d'établissement déjà, ou alors est-ce que tu as remplacé par exemple quelqu'un qui était déjà un psychanalyste, il voulait un psychanalyste aussi? C'est ça, c'était déjà l'établissement se voulait avoir une approche intégrative pour les enfants. Et de fil en aiguille, en fait, cette IME justement à Échirolles, là, c'est au moment où j'ai commencé aussi à écrire mes vidéos. Et alors, ne le faites pas chez vous, c'est pas bien, mais étant donné que j'avais beaucoup de réunions et que je m'ennuyais profondément en réunion, je commençais à écrire mes vidéos comme ça, pendant les réunions. Je comprends bien, surtout que le temps de réunion en institution, d'avoir connu ça en IME comme toi, je pense qu'à la fin, moi, ça occupait 40%, voire 50% de mon temps. C'est la raison. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles je suis parti de cette IME. On a perdu coup sur coup, en 9 mois, notre chef de service et la psychomotricienne. Donc ça a fait assez mal. Ça stabilise beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et puis aussi, je leur ai dit, voilà, soyons honnêtes. Moi, mon cabinet, je vois entre 10 et 15 patients par jour. Là, je suis là 2 jours par semaine. Je vois 4 enfants. Ça me va pas. Ça me va pas. Soit vous arrêtez de me mettre autant en temps de réunion. Ouais, mais Jérémy, tu comprends, t'es cadre fonctionnel de service et tatati et tatata. Oui, mais bon, je leur disais, vous voyez bien que sur 2 heures de réunion, au bout d'un quart d'heure, je vais dire ce que je pense, ce que je peux apporter. Puis 3 quarts d'heure après, je vais redire la même chose. Puis 3 quarts d'heure après, je vais redire la même chose. Entre-temps, il s'est rien passé. Je peux voir des enfants. Après, quand il y a des réunions où on doit avoir une fonction un petit peu méta, où on va un peu faire ce qui est de l'homologie fonctionnelle, quoi. C'est-à-dire voir comment est-ce que le symptôme de nos usagers ou de nos patients impacte et a un effet sur la façon dont nous-mêmes on finit par travailler. Ça peut être super de bosser sur des trucs comme ça, mais... T'appelles ça l'homologie fonctionnelle? Ouais. C'est un terme psychanalytique? Je sais plus de quelle école c'est, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, on appelle ça les isomorphismes dans l'approche systémique. C'est la même chose, hein. Et je l'avais vu, j'avais vu une vidéo où t'en parlais de ça. Du coup, ça peut vachement m'intéresser, en fait. Mais parler du fonctionnel non, ça m'intéresse pas. C'est une perte de temps, ça me rend fou. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont été significatives dans ton parcours, peut-être avant universitaire, ou en tout cas dans ta découverte du métier, et si tu devais citer 1, 2 ou 3 personnes comme ça vraiment significatives, tu citerais qui t'a parlé tout à l'heure de ce prof là qui te dit démerde-toi avec ton symptôme?
Il y a Christine Canard, qui, je sais pas si un jour elle regarderait cette vidéo ou pas, mais ça me ferait très plaisir. Ouais. En fait, je n'oublie jamais quand quelqu'un a eu un impact significatif pour moi. Et la plupart du temps, en plus, c'est des personnes qui, à un moment donné, ont surtout cru en moi au moment où moi, j'y croyais pas trop. Et du coup, Christine Canard a été ma directrice de mémoire de recherche en Master 1 à Grenoble. Et je sais pas, elle me posait des questions et elle me disait des choses que aucun autre prof me disait. Et elle m'a vraiment mis au travail. Enfin, je me rappelle d'une des questions qu'elle m'avait dites, par exemple, c'était pose-toi toujours la question, Jérémy, est-ce que si quelqu'un pose un... Alors, c'était... on a changé d'époque, mais pose un magnétophone sur la table et parle à son magnétophone et s'enregistre, est-ce que c'est thérapeutique? Tu vois, des questions comme ça. Mais c'était super intéressant et elle m'a donné une méthodologie de travail. Elle m'a permis de savoir comment structurer ma pensée pour justement utiliser les savoirs que me donnait la fac. Chose qu'avant, je savais pas vraiment faire. Et il y a eu Jean-Michel Vives qui, clairement, quand j'ai dû rentrer en Master 2, je suis parti à Reims, à Metz, à truc. Enfin, je suis Pour parti. postuler dans plein de masters. Voilà. Ouais. Et les entretiens étaient horribles. Mais vraiment, c'était. T'as 4 personnes, ils ont ton dossier, ils te posent des questions pièges et tout. Je suis arrivé devant Vives pour mon entretien d'entrée en Master 2. Il me dit, ah, j'ai vu que vous étiez avec des écouteurs. Vous écoutez quoi? Je dis, bah là, j'écoutais The Who. Il me dit, ah, quel album et tout. Je lui dis, bah, tel album. Il me dit, ah, il est trop bien et tout. Et alors, du coup, j'ai vu sur ton CV, tu parles du fait que tu fasses du roller et tout. Parle-moi de ça. Et je lui dis, ah non, mais si je vous parle de ça, par contre, on va en avoir pour 1 heure parce que c'est vraiment une vraie passion et tout. Il me dit, bah, justement, vas-y. Et donc, je lui explique qu'est-ce que je fais avec le roller et tout. Il me dit, ah, tu fais ça, c'est trop bien. Et il me dit, tu parles aussi de voyage. C'est quoi ton dernier voyage? Et donc, du coup, je revenais du Portugal. Ah ouais, et tout, j'adore le Portugal. Et c'était ça, notre entretien. C'est clair, il s'est intéressé à toi, quoi. Ouais. Il a dit, moi, en fait, je veux des gens passionnés. Et il a compris que j'étais quelqu'un qui pouvait assez rapidement me passionner. Et si tu dois dire un peu, ça a été quoi, quand même, les apprentissages que tu as tirés en ce qui concerne l'essence de la thérapie de ces 15 années, ce serait quoi? Alors, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 ans après que j'ai commencé à vraiment bosser. Ouais. 2 ou 3 ans après mon diplôme, j'ai eu un moment où vraiment ça a été, tu vois, c'est cette image du ce Je même. vois bien. J'ai vraiment ressenti ça. C'est à partir du moment où j'ai commencé à comprendre en séance que qu'est-ce que j'écoutais véritablement chez le sujet. Ouais. Tu vois, à partir du moment où en fait t'écoutes plus les mots, quand t'écoutes ce truc qui est derrière les mots, Ouais. putain, ça c'est vraiment un gros truc. Enfin, vraiment, tu vois, j'en reparle avec le sourire parce que. Tu te souviens d'un moment où tu as réalisé ça? Ouais. Ok. Je l'ai vraiment réalisé en mode. Waouh, mais en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pas écouter le. Coller au discours. Voilà, faut pas coller au discours. Et là, je me suis dit, ça y est, je pense que je touche à vraiment quelque chose de la vérité de ce métier ou de ce que je pense être vraiment utile et précis chez le sujet. Mais je tire un vrai plaisir aujourd'hui à amener la personne à qui elle est et à découvrir son mode d'emploi. J'aime beaucoup ça. Et donc du coup, parfois ça va se faire avec un discours et des relances très psychanalytiques, parfois ça va se faire avec quelque chose de très cognitif. Des fois ça m'arrive, hier matin, j'avais une gamine de 12 ans, j'ai dû sortir une feuille, faire un schéma d'un cerveau, parler du circuit de la récompense, parler de la dopamine, Enfin voilà, parce que c'est ce qui était le plus judicieux selon moi à ce moment-là. C'était pas de lui parler de sa pulsion de je ne sais quoi, ça on s'en foutait à ce moment-là. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce côté de m'adapter énormément à l'ici et maintenant avec mon patient. Et pas à tout prix vouloir lui
lui asséner de la psychanalyse ou de la thérapie psychanalytique. Et en ce moment aussi, et puis surtout, vu que là j'ai passé, bon, je suis désolé d'amener ce truc-là, mais j'ai passé une belle période De merde, difficile, de merde, merci, j'osais pas le dire, mais c'est exactement ça. Et j'ai éprouvé énormément de plaisir à travailler avec mes patients et à me marrer avec eux. J'ai quelqu'un qui est extrêmement brillant. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je lui disais, mais soyons honnêtes, pourquoi vous aimez venir ici? Et il me dit, ah bah je pense que si, je pense que ça et tout. Je lui dis, bah écoutez, moi je vais le résumer en une phrase, c'est on se marre bien. Et c'est vrai, bah, on avance, on comprend son fonctionnement, on comprend comment est-ce que peut-être qu'il faut qu'il arrive à réguler un certain nombre de choses à son travail, parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour que ça se passe mieux avec ses collègues de boulot et qu'il soit moins soumis à sa colère et à quelque chose qui le fait vriller. Mais on le fait en se marrant. Parce que sa personnalité le permet déjà. Parce que c'est tellement plus chouette aussi de pouvoir se rendre compte que, oui, quand on passe cette porte, dehors c'est compliqué. On en bave, on a tous nos casseroles, on a tous nos difficultés et tout. Et faire de la thérapie qui est absolument un peu dans le pathos, dans la difficulté, ça, aujourd'hui, je m'en dégage de plus en plus. Et j'aime beaucoup ramener un peu de légèreté déjà dans la séance pour que en fait le patient puisse amener un peu de cette légèreté aussi dans sa vie. Je dis souvent que la consultation en thérapie, c'est un petit peu comme un centre d'entraînement hyper sécure où le patient va pouvoir s'autoriser petit à petit à avoir un autre discours, un autre comportement qu'il va tester face à son psy, qui propose ce cadre hyper sécure, ce qui fait qu'il ne risque rien, il va pas être jugé, il va pas en subir de conséquences. Et s'il se sent suffisamment bien avec cette nouvelle façon de faire, il va pouvoir l'amener ailleurs. Comme un laboratoire relationnel. Voilà. Après, ça vient pas que de la thérapie, hein. Quelqu'un qui évolue sur 5 ans de façon extraordinaire, si tu y es pour 0,5%, c'est déjà trop chouette, quoi. Mais j'aime bien aussi ce côté où, tout à l'heure je disais, j'aime pas faire que du pathos ou quoi que ce soit, je travaille aussi beaucoup sur, ah, vous allez bien en ce moment? Est-ce que vous avez repéré pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez bien? Il faut qu'on l'utilise dans les moments où vous allez pas bien. Donc, est-ce que c'est parce que là, vous avez eu du temps pour vous, parce que vous avez pu faire du sport, parce que vous avez eu une bonne nouvelle? Et des fois, voilà, sur une thérapie qui est longue, on peut aussi être là pour rappeler, mais rappelez-vous, vous avez tendance à retomber dans ce schéma, vous le reproduisez, c'est vos mécanismes de défense, on va essayer de reprendre, vous savez bien que vous avez réussi à vous sortir de cette situation comme si, la deuxième fois vous avez réussi comme ça, parce que là on essaye avec ça ou ça qui ont déjà fait leurs preuves, est-ce qu'on invente un troisième truc? Il y a un terme que j'avais trouvé génial quand je l'avais découvert qui explique ce que tu dis, c'est Aaron Antonovsky qui appelait ça la salutogénèse. Salutogénèse. La salutogénèse. Il dit, souvent en thérapie, on a tendance à faire la pathogénèse, c'est-à-dire à s'intéresser à l'origine des troubles, d'où ça vient, où est-ce que ça se niche. Et il disait, il y a tout un autre pan qu'on oublie parfois, qui est de faire la salutogénèse. Donc de savoir qu'est-ce qui va bien, quelles sont les ressources du patient. Mais après, c'est quand même beaucoup l'école de la psychologie positive. C'est né comment dans ton esprit l'idée de partager sur YouTube? C'était quoi tes objectifs initiaux? Comment ça t'est venu? En fait, par le roller, j'ai toujours fait de la vidéo, du montage vidéo. Mais alors, pas du tout comme toi, ça c'est sûr. Quand j'étais à l'IME, en fait, il fallait que j'avais mon temps FIR, donc formation, information, recherche, auquel tous les psychologues sont normalement tâchés de répondre. Normalement. Et du coup, c'était compliqué pour moi de me mettre au boulot. Lire les bouquins, aucun problème. Ça m'a toujours intéressé. Et donc du coup, à synthétiser ma pensée, à synthétiser certains concepts, à vouloir faire en sorte que je puisse l'expliquer de façon simple à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien. Et puis à ce moment-là, je venais de commencer à découvrir
y penser. Ouais. Et, d'autres chaînes anglophones et tout. Et du coup, je me suis dit, putain, j'aimerais trop qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça sur la psychologie. Et donc, c'était au début de ma thérapie. Et la première boîte de Pandore qu'a ouvert mon psychanalyste, c'est vous vous mettez des barrières là où vous devriez pas en avoir. Bon, maintenant, il essaye de se mettre sur le truc pour essayer de la refermer pour qu'il y ait un peu des limites et que je me laisse pas faire tout ce que j'ai envie. Et entre-temps, j'ai vu que le Psylab aussi existait et tout, donc ça m'a obligé à faire un petit peu différemment, à apporter quelque chose justement qui soit différent d'eux. J'avais un objectif un peu secret, je m'étais donné 3 ans pour avoir 3000 abonnés, parce que je pensais que la psychanalyse allait vraiment intéresser personne, et que pour avoir 3000 abonnés et pouvoir mettre un pied à la fac. Et quand au bout de 6-9 mois, j'ai pu donner des cours à la fac de Grenoble, j'étais hyper content. Je donnais les cours en amphi d'introduction à la psychanalyse. Une vraie introduction cette fois? Pas Une comme vraie cette introduction, ouais. Un truc compréhensible et enfin, j'ose espérer. T'es un grand cinéphile, comment ça se fait que t'as autant utilisé les films dans tes vidéos? Je viens d'un milieu assez modeste et c'était le seul média culturel auquel j'avais accès. Même si ma mère nous a toujours poussé à ce qu'on lise des livres, à ce qu'on aille au musée, à ce qu'on soit ouvert d'esprit, etc. Et je pense qu'elle a réussi, hein. Mais ce à quoi on avait accès, c'est pas compliqué, c'était les cassettes vidéo. Donc du coup, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'habitais à Béziers, on a eu un magnétoscope et alors là, ça a été un truc de dingue. Du jour où on a eu un magnétoscope, bah, on allait tout le temps à la vidéothèque et puis tu louais à l'époque, tu louais 2 cassettes vidéo pour une semaine. Ouais. Les 2 toutes premières cassettes vidéo qu'on a louées, c'était Retour vers le futur et Dirty Dancing. Et bah, pendant une semaine, je regardais peut-être 2 fois SOS Fantôme. Non, SOS Fantôme, c'était après. Je regardais peut-être 2 fois d'affilée Retour vers le futur et Dirty Dancing. Et j'avais mon magnétophone et j'enregistrais à la fin des films. Il y avait toujours la bande-son qui tournait et tout. Donc j'enregistrais. Et j'entends la musique de Retour vers le futur dans voilà. ma tête. Et Dirty Dancing, faut pas oublier. Ouais. Voilà. Et ouais, j'ai toujours poncé les films, quoi. D'avoir une culture. C'est-à-dire que vraiment, aller regarder, mais plein de fois. Ouais. Plein de fois. Et tu les analysais déjà à cette époque-là ou c'est venu après? Pas forcément avec des concepts psy, mais... Oui, pas avec des concepts psy, mais en tout cas, ce que j'aimais bien, c'était à chaque fois que tu regardais un film une nouvelle fois, il y avait toujours une nouvelle chose. Et je pense que c'est à ça qu'on voit des bons films, des chefs-d'œuvre, que ce soit aussi en musique. Il y a certaines musiques, tu t'en lasses au bout de quelques écoutes. Il y a des musiques... Hier soir, à 1h du matin, j'étais encore en train de faire écouter That's My People à quelqu'un parce que c'était trop important pour moi de lui faire écouter ça à ce moment-là. T'écoutes toujours le The Who, du coup? Ouais, complètement. Si toi, il y a 3 films qui sont tes chefs-d'œuvre absolus ou les films que tu Les Dents de pourrais la Mer, regarder ça c'est encore et sûr et encore. certain, Ouais. de très loin. Je trouve que ce film, bah justement, il nous apprend énormément de choses sur l'être humain, et notamment, le film se passe en 2 parties, grossièrement. T'as une première partie qui se passe sur l'île d'Amityville, d'Amity, pardon, et sur le bateau. Et d'un côté, t'as cette espèce de huis clos insulaire où les gens sont là, voilà, et tout, et puis il se passe plein de choses. Et après, t'as ce huis clos de ces 3 personnages qui sont complètement différents. Et là, mais c'est sublime en termes de mise en scène, en termes de dialogue, en termes de jeu d'acteur, en termes de tout ce qu'on veut. Et je peux regarder ce film, tout le monde se fout de ma gueule quand je dis ça, mais c'est vrai, je peux le regarder, on va dire, allez, je vais être large, tous les 2 mois, minimum. Okay. Si je scrolle trop longtemps sur Netflix ou sur je ne sais quoi, à pas arriver à savoir ce que je veux, à pas regarder Les Dents de la Mer. Je ferme Netflix et je regarde Les Dents de la Mer. Ok. Ou Interstellar, ou Dunkerque,
Je l'ai pas vu, Interstellar, Dunkerque. Interstellar, c'est plus pour un côté très très émotionnel, Ouais. même si je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et Dunkerque, c'est de Christopher Nolan aussi, Ouais. et c'est impressionnant. Sinon, film peut-être plus psychologique et profond, qui est un chef-d'œuvre à mes yeux, c'est Whiplash, Hmm. qui est, enfin, c'est un film. C'est sur la perversion narcissique, mais vraiment le cas d'école parfait. Mm. Et c'est sur la musique. Qu'est-ce que tu veux que enfin, tu vois, il y a tout ce qu'il me faut. C'est dur de dire 3 films, mais je vais tricher et je vais te dire Steven Spielberg, Ouais. Christopher Nolan Ouais. et Stanley Kubrick. Et si on change de média au niveau des bouquins, c'est des livres, si tu as des ouvrages 100 ans de vraiment. solitude, Ouais, Le portrait de Dorian Gray, ok. 1984, que D'accord. j'ai des exemplaires de partout de Parce que 1984, tu c'est rigolo. l'offres ou parce que Ouais. ouais. Mais si tu avais la possibilité de donner des conseils, il y a vraiment des tout jeunes thérapeutes qui sortent de l'université, bon, même si on n'est pas tant formé que ça à être des thérapeutes quand on sort de la fac, mais si tu pouvais leur donner 1, 2 ou 3 conseils, ça serait quoi? Faites-vous suivre par un professionnel. Faites-vous suivre par un professionnel. Et faites-vous suivre par un professionnel. Il n'y a pas de meilleur, il y a pas de meilleur conseil que ça. Je vais donner d'autres conseils après. Je suis pas aussi stupide, mais c'est juste que ça me paraît tellement fou quand j'entends des collègues jeunes ou pas jeunes hein, qui disent ouais non moi j'ai jamais suivi de thérapie, je vois pas l'intérêt. Mais en fait notre part inconsciente, notre part sombre, notre part pulsionnelle, notre part, je sais pas, après toi t'as d'autres mots, tu vois, pour dire ces choses-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas capter autrement. Je pense que c'est vraiment hyper, hyper important et aussi d'être de l'autre côté du bureau, c'est hyper important pour savoir bah, qu'est-ce que ça fait ressentir. Qu'est-ce que la parole d'un autre peut nous faire, peut venir bousculer. Et donc savoir comment, enfin, je trouve que c'est vraiment fondamental de passer par ce vécu. C'est pas juste théorique notre métier. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est de ne jamais cesser d'apprendre, de ne jamais cesser de voir ce que les autres ils font. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, à savoir. Et souvent, on peut me dire ouais, mais ça sert à quoi que t'aies fait de la neuro? Ça sert à quoi que t'aies fait de la pharmaco quand t'étais à Grenoble? Parce que nous, on faisait de la neurologie, on faisait de la neuropharmacologie, on faisait vraiment ces trucs-là à fond. Et on me dit ouais, mais ça te sert à rien, t'es face à tes patients et tout. Ben si, ça me sert, ne serait-ce que pour le diagnostic différentiel. Et après, je vais faire un énorme pas de côté, pour pas rester que psy, psy, psy. Moi, de plus en plus, c'est quelque chose qui m'a été enseigné et insufflé justement par la fac de Nice, mais c'est le rapport à l'art. Je trouve que le rapport à l'art, quel que soit le média, que ce soit le cinéma, la littérature, la musique, les musées, l'art pictural, etc., je trouve que ça fait de nous des meilleurs psys. Parce que ça vient ouvrir. Et je pense que dans notre métier, plus on se ferme sur un certain nombre de choses et moins on peut bien bosser. Au contraire, tout ce qui va nous permettre de près ou de loin de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir notre capacité émotionnelle, notre capacité à utiliser cet émotionnel, tout ce qui va nous aider à comprendre l'humain dans ce qu'il a de non palpable et de non objectivable, c'est ultra important. Et toi, t'avais envie depuis longtemps d'écrire? Bon, on le disait un peu en off tout à l'heure, c'était aussi une des raisons pour lesquelles tu as commencé la chaîne YouTube, c'était pour Ouais. pouvoir aussi aboutir à ce projet. Et J'ai des rêves fous un peu qui sont des rêves de revanchard. Hein. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, moi l'école m'a je pense à toujours... tes profs de Ouais. lycée, là. Jusqu'à peu de temps avant que j'ai mon diplôme de psychologue, je pensais encore retourner voir la directrice de mon collège pour lui dire alors,
Et bon, entre-temps, heureusement, j'ai évolué, et donc du coup, je suis jamais allé la voir pour lui dire qui c'est qui avait. Enfin, tu vois, il y a un moment où tu passes au-dessus de ça. Mais oui, il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui de façon très enfin, infantile, hein, et je m'en fiche en fait, ça me dérange pas. Je suis au clair avec tout ça. Tout à l'heure, je parlais de Dirty Dancing. Moi, que ce soit ma sensibilité ou mon infantilisme ou ma bêtise, tout ça, je l'assume complètement. C'est vraiment moi. Et donc, il y a beaucoup de choses que je peux faire juste par revanche. Écrire un livre, il y a une part de revanche. Ce Jérémy à qui on disait qu'il était trop bête, trop stupide, trop lent, qu'il n'était pas adapté du tout à quoi que ce soit de l'école, ce qui est pas faux, hein, je suis pas adapté au milieu scolaire. Mais il y a aussi le fait de vouloir transmettre. Mon premier livre, il est vraiment dans ce truc de partir d'une phrase qui paraît simple et anodine d'un de mes patients en séance, et d'expliquer en quoi c'est un moment de bascule fondamentale dans la thérapie. J'avais vraiment envie d'expliquer ça, de comment est-ce que je travaillais ça, comment est-ce que j'utilisais ça, aussi bien pour quelqu'un qui se pose des questions sur le métier de psychologue, sur comment est-ce qu'on bosse, comment est-ce que juste de parler, ça peut aider quelqu'un à aller mieux ou à résoudre ses problèmes éventuellement. Je me dis que ça peut être intéressant aussi de transmettre ça, parce que moi, quand j'étais étudiant, j'aurais aimé avoir un bouquin qui m'explique ça. Je peux pas m'empêcher, si je pense que quelque chose peut être utile à quelqu'un, de vouloir lui dire, de vouloir lui transmettre. Et donc c'est pour ça que c'est cool aussi d'avoir des enfants. J'adore ça, de pouvoir avoir des discussions avec eux. Des fois c'est eux qui m'épatent. Ils me parlent de politique et de géopolitique, ils ont 7 et 10 ans. Hein. Je vais te demander leur âge. Enfin, donc c'est des gros mots pour dire qu'en fait, ils me parlent de Donald Trump, de Poutine, de Macron. Ils font leur popote là-dedans et ils te posent des questions hyper intéressantes, et où tu te dis, moi j'ai une idée précise de ça. Et en fait, ils te posent la question et tu te dis, ah non, finalement, je peux. Donc voilà. Mais d'avoir des discussions comme ça avec les enfants et de pouvoir essayer de leur transmettre aussi quelque chose de ce que toi, tu as essayé de plus ou moins capter de ce monde. Donc là, c'est qu'est-ce que j'ai plus ou moins capté de ce métier. Et c'est pareil dans le deuxième livre, quand je fais de la psychothérapie des méchants du cinéma, c'est pour dire, encore une fois, comment est-ce que je pratiquerai une thérapie avec cette personne? Comment est-ce que je m'appuie sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend de cette personnalité, de ce méchant? Et du coup, quel diagnostic clinique je peux en faire? Éventuellement, quel diagnostic psychopathologique? Et donc, quel type de thérapie je choisirais de mettre en place pour être le plus utile face à cette problématique ou cette personnalité? L'un comme l'autre, c'est des super manières de vulgariser, de démocratiser la psychothérapie, parce que si tu prends des choses qui parlent à tout le monde, c'est un psy peut le lire, mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec la psychologie, qui est juste intéressé a priori par le domaine, il peut le lire et comprendre, quoi. C'est le Ça, but. c'est un bon challenge, quoi. C'est le but, et puis sinon, il faut écrire chez Odile Jacob ou chez les éditions RS, et il faut écrire des trucs vraiment que pour les psys. des pros, ouais. Mais est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire? Déjà, je m'en sens pas la compétence d'écrire des trucs purement théoriques et apporter des choses. Enfin, c'est trop présomptueux pour moi. Ouais. Je pense pas du tout être un bon théoricien, avoir un savoir suffisant sur ce métier, sur ces théories. Mais je me reconnais être un pas mauvais clinicien. Je me reconnais être pas mauvais thérapeute, et donc de pouvoir transmettre un petit peu de ma façon de travailler, ça me suffit. Est-ce que tu as des routines d'écriture? Est-ce que quelqu'un écrit le soir, qui écrit le matin, t'écris d'un bloc, tu étires sur le temps? Alors c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. Encore une fois. J'aime énormément me mettre sur la terrasse d'un bar, me commander une pinte et écrire avec
Je vais écouter la plupart du temps des paroles, enfin des musiques sans paroles. Ouais. Donc ça peut aussi bien être de la musique classique que des DJ, que de la musique électronique ou quoi que ce soit. Ouais. Et je sirote ma bière en écrivant et en regardant les gens passer, en ayant ma pensée qui part dans tous les sens. Là, du coup, tu es en train d'écrire un nouveau livre qui va bientôt sortir. Non, je Est-ce l'ai que fini, ça y est, Ouais. il est parti à l'impression lundi. tu peux nous en parler un peu? C'est les éditions Larousse là qui m'ont Parce que fait une celle-là, commande. les éditions, c'est Les Favre. éditions de l'Opportun et les L'Opportun. éditions Favre. Et là, c'était des livres où c'était moi qui avais amené l'idée et l'envie d'écrire ça. Là, ça a été différent avec les éditions Larousse qui m'ont demandé d'écrire comme un guide d'autothérapie. On est parti sur 12 chapitres qui représenteraient 12 séances. Donc il y a des sujets, ma vie familiale, mes mécanismes de défense, mon entrée dans la sexualité, mes ressources. Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes schémas? Voilà, il y a 12 séances comme ça dans lesquelles j'essaye d'accompagner le lecteur ou la lectrice à pouvoir se poser des questions par lesquelles on est forcément obligé de passer à un moment donné en thérapie. Et c'est un livre dans lequel on peut écrire, c'est un livre où il y a des questionnaires à choix multiples, où on peut parfois dessiner, faire des schémas ou quoi. Et ça a été extrêmement difficile pour moi d'écrire ce livre parce que c'était très très dur. Déjà de ne pas être mu par simplement mon désir à moi, mais par le désir d'autres. Et deuxièmement, parce que c'était un exercice d'écriture très très difficile de se mettre à la place un petit peu de monsieur et madame tout le monde, de partir de zéro et d'essayer d'être le plus large possible dans l'éventail de ce qui se pourrait se passer dans la tête de quelqu'un. Tu prends la première personne dans la rue, il faut qu'elle puisse ouvrir le livre et pouvoir s'y retrouver dedans. Et c'est très très dur. Donc je suis content que ce soit écrit et en presse, enfin À l'impression, ça à sort quand? l'impression. T'as la date exacte? 2 avril. Le 2 avril. Le 2 avril, ouais. Ça me fait penser à une autre question. S'il y a une chose, une réussite dont tu es particulièrement fier, ce serait laquelle? C'est cucu ce que je vais dire, c'est bateau, mais c'est mes gosses, quoi. Je suis très content de voir qui ils sont, qui ils deviennent. Je suis hyper content de voir... Enfin voilà, moi, par rapport à mon histoire personnelle, j'en ai rien à foutre, en fait, qu'ils soient bons à l'école. Moi, le matin, quand je les amène, je leur dis « amusez-vous bien ». Parce que je pense que c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Et en fait, juste, je suis content de les voir. Je veux qu'ils sachent comment être eux-mêmes et qu'ils sachent que ce soit leur maman ou moi, qu'on sera toujours là, enfin voilà. En fait, tout le reste, c'est un peu du flanc, c'est un peu du vent, c'est un peu du leurre. Tu vois, que ce soit les vidéos sur YouTube, que ce soit... Non, mon cabinet aussi, j'en suis très 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 fier. Et j'ai toujours dit, tout ce que je fais à côté, si un jour ça porte préjudice à mon cabinet, à ma patientèle, à mes patients, à ma façon de travailler, j'arrêterai immédiatement. Donc je suis très fier de ça aussi, je suis très fier d'en être arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Franchement, c'était pas gagné. Mais voilà, mes gosses, enfin, un truc qui est assez nouveau, qu'on arrive à mettre en place depuis peu de temps avec les enfants, c'est mon fils qui a 7 ans, il fait de la batterie. Je lui enseigne la batterie et donc de plus en plus, il arrive à faire des rythmes et tout. Tu fais de la batterie, toi aussi? Un peu, ouais. J'enseigne la guitare à ma fille, donc de plus en plus, elle arrive à faire des accords, à enchaîner et tout. Et puis, du coup, ils se mettent à jouer un truc un peu en cohérence, et puis moi, j'improvise un peu dessus à la guitare aussi, et puis on s'éclate à passer des moments comme ça. J'adore aussi leur montrer comment on plante des tomates, des pommes de terre, des courgettes, comment est-ce qu'on va cueillir ce qu'on a planté.
J'adore qu'il me parle de... Enfin, pas plus tard qu'il y a 2 jours, mon fils qui arrive, je vais le chercher à l'école. « Papa, je suis trop content et tout, tu sais quoi ? Léa, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de moi et je suis amoureux de Léa et tout, je suis trop content. » Mais enfin, ouais, c'est trop bien. Ça, c'est pas du flan, ça, c'est pas du vent, ça, c'est pas du leurre, ça, c'est... Enfin, tu vois. S'il y a une chose que tu aimerais qu'ils gardent de toi, si tu pouvais leur transmettre une chose, ce serait quoi? Faites de votre mieux. Faites de votre mieux, après, vous êtes pas... Ça garantit pas la réussite, ça garantit pas d'être heureux, ça garantit pas grand-chose, mais si, ça garantit le fait que tu t'en veuilles pas. Tout à l'heure, on parlait du film Retour vers le futur, qui a été un des premiers que tu as Loué. loué. Si tu avais la DeLorean de Retour vers le futur et que tu pouvais l'utiliser pour remonter dans le temps, pour aller dans l'avenir, est-ce que tu l'utiliserais? Et si oui, pourquoi faire? Non, je l'utiliserai pas. Et pourtant, hein, vu que depuis tout petit j'ai regardé Retour vers le futur, et bah depuis tout petit j'ai toujours ce truc dans la tête de si j'avais su, si j'avais pu, si ça ou quoi que ce soit. Tu sais, tout à l'heure j'évoquais le fait que ces derniers mois j'en ai bavé dans ma vie perso. Et ben aujourd'hui, même face à ça, je retournerai pas en arrière pour changer quoi que ce soit. En fait, j'aurais trop peur. Depuis tout à l'heure, je fais le papa poule, le gars cucu avec mes enfants, mais il y a plein de fois où je me suis dit, si jamais tu changes le moindre truc un peu avant, eh ben ça se trouve, c'est pas eux qui arrivent. Et si je me retrouve avec quelqu'un d'autre que Louise ou que Léonard aujourd'hui, mais laisse tomber, je serais... non. En fait, non, je pense aujourd'hui avoir atteint la maturité pour me dire qu'il faut surtout rien changer. Ça a été trop dur de passer par certaines choses pour en arriver jusqu'ici. Je veux pas avoir à le revivre de quelque façon que ce soit. Même si je l'améliore un peu, c'est... Non, non, non. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi, Julien. Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Jérémy. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo vers les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez retrouver son excellent travail. Je vous mettrai également, comme d'habitude, des liens vers ses ouvrages. Et en ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver pour un nouvel épisode, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.